projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec nos invités. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Nos invités étaient au rendez-vous de l'année 2021, une année toujours marquée par l'extraordinaire capacité de l'Afrique à s'adapter et à innover dans un environnement international et sanitaire complexe. Nous retrouvons quelques-uns de nos invités, le journaliste Sidi Kaba, la défenseuse des droits des femmes Olaloua Abagoun, l'avocate de la plante Artemisia Lucille Cornet-Vernet et le lanceur d'alerte Jean-Jacques Lumumba. Écoutez du jazz à Lagos, cela se passe au Truth Club, l'une des adresses les plus cotées de la métropole nigériane, où nous attend le trompettiste Etuk Ubang. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Mission protection du plus ancien héritage historique est-africain au musée Ouganda de Kampala, un exemple de préservation du patrimoine à suivre. Ce musée a en fait commencé avec les collections d'arthrographie et plus tard sur d'autres aspects de l'archéologie ou la paléontologie. Nous partons dans les nuits de Lagos pour ce premier reportage. La mégapole nigériane, comme de nombreuses villes en Afrique et ailleurs, s'est réveillée avide de musique et de danse après des mois de confinement. Dans ce club de jazz, la musique enchante les passionnés. Notre journaliste Hugo Uyana s'est glissé dans les répétitions du compositeur et trompettiste Etuk Ubang, étoile montante de la scène nigériane, pour écouter son cocktail de jazz et d'afrobeat. Regardez. L'atmosphère est intense avec des sentiments nostalgiques dans l'air. C'est un samedi soir habituel au Truth Club. C'est cette ambiance chaleureuse et enivrante qui incite les visiteurs et les amateurs de musique à venir nombreux pour apprécier cet endroit atypique. Le Nigeria, au fil des ans, a été un terrain nourricier pour un éventail de talents musicaux comme Etuk Ubang, l'un des trompettistes, compositeurs et chefs d'orchestre les plus demandés du pays. Né et élevé à Lagos, le centre névralgique du divertissement et du commerce du pays, le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. J'ai développé un intérêt pour jouer de la batterie conga à l'église et je me souviens que j'ai aussi essayé les sets de batterie. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Guidé par sa passion, il a commencé à jouer de la trompette à l'âge de 14 ans et à l'âge de 16 ans, il s'est placé sous la tutelle de divers artistes professionnels tels que Edop Adolphor, Victor Aktemofé, feu le légendaire Sir Victor Oleya et le phénoménal Femi Kuti. Il a acquis sa formation musicale au Peter King College of Music, à la Merton School of Music et à l'Université du Cap en Afrique du Sud. J'ai été exposé à Malcolm X, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King et plein d'autres qui reflètent la conscience noire. Je pense que c'est l'influence fondamentale que j'ai eue musicalement et qui m'a poussé à devenir musicien et qui je suis aujourd'hui. Son inspiration du jazz, de l'afrobeat, de l'ekombi, du highlife et des éléments terrestres, vent, eau et feu, forge sa philosophie musicale qu'il appelle Earth Music ou musique de la terre, une incarnation du mélange de musique qu'il propose de son lieu de prédilection, The Truth Club à Lagos. Eh bien, pour moi, le processus d'écriture de ma musique et de composition de ma musique, des chansons que j'écris et j'interprète, sont essentiellement liés au fait que j'ai besoin d'éduquer les hommes et les femmes sur l'Afrique, qui est un peu la pomme de la discorde dans mes pensées. Les hommes africains,
Ils ne connaissent pas toujours leur histoire. Ils ne savent pas, par exemple, que l'Afrique n'est pas le nom originel de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'Alkebulan est le nom originel de l'Afrique. Il se produit avec Etuk Philosophy, son groupe énigmatique dont les rythmes et les beats libèrent les prouesses musicales d'Etuk. Avec son groupe, ils ont tissé un lien au-delà de la scène. Sa chanson a un message positif qui aborde les maux de la société, mais s'adresse aussi au cœur et à l'esprit des auditeurs. Nous jouons depuis quelques années maintenant et nous exprimons nos pensées à travers la musique ici. Les défis et l'expérience de jouer pour Etuk's Philosophy font du groupe l'un des meilleurs groupes au monde, car il comprend des instruments et des instrumentistes incroyables. La musique de la Terre parle de vie, d'amour, de paix, d'amour pour l'humanité, et elle rassemble, crée l'unité. Nous exprimons nos émotions à travers cette musique. Dans les 10 prochaines années, le Truth Club sera aux 4 coins du monde, vous savez, portant toujours haut le drapeau de l'Afrique et éduquant pas que l'homme africain, mais tous les hommes. Avec 2 albums et un extended play, il s'est produit sur différentes scènes en Afrique et même au-delà, avec plus de 10 000 ventes de billets. Sa chanson Black Debtor était numéro 2 sur la Corner Playlist sur Apple Music Jazz et son album Africa aujourd'hui figurait dans le top 10 de la playlist de la BBC 3 Radio. Il dirige une nouvelle génération d'interprètes de musique de jazz et d'amateurs de son genre assez rare de musique de la terre, Earth Music comme il l'appelle. Je vous disais en titre, nos invités des derniers mois ont passé au crible les multiples retournements de l'actualité de l'année, et notamment la propagation de l'insécurité et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Que faut-il penser aujourd'hui du groupe Boko Haram et la sous-région peut-elle espérer un retour au calme? Nous avions posé la question à l'un des meilleurs spécialistes du continent, le journaliste Sédik Abba, qui est l'auteur d'un ouvrage remarqué, Mieux comprendre Boko Haram. Regardez. Si j'entends ce que vous dites, ce n'est plus un projet religieux, ce n'est plus un projet social, mais tout simplement, c'est une mafia qui s'est constituée. Oui, les idéaux qui ont présidé à la création de Boko Haram, qui ont été portés par Mohamed Youssouf, son fondateur, entre 2002 et 2009, ont été complètement trahis, ont été complètement dévoyés. Aujourd'hui, Boko Haram procède à des expéditions, à des attaques, et le butin est ramené, le butin est partagé. Dans le livre Voyage au cœur de Boko Haram, des combattants ont témoigné sur la clé de répartition. Quand le butin est ramené, les chefs prennent une partie du butin, ils donnent une partie dérisoire aux combattants qui ont été menés des guerres, et les chefs se sont progressivement enrichis. Et le mouvement aujourd'hui sert beaucoup plus à l'enrichissement de quelques personnes, à des motivations d'ordre personnel, à des agendas personnels qu'à la défense d'une idéologie, à une volonté de développement de l'islam. Toute la propagande qui est faite autour de l'idée du califat qu'on veut créer ne sert qu'à être instrumentalisée pour rapporter des biens matériels et des biens en numéraire à quelques personnes qui sont les dirigeants du mouvement. Vous êtes à même de nous dire, pour vous, est-ce que Boko Haram a ses jours de compter? Est-ce qu'il va disparaître? Oui, il peut disparaître. Il peut disparaître à condition qu'on trouve la bonne stratégie. Aujourd'hui, et c'est ce qui ne marche pas, l'idée qu'on peut éradiquer Boko Haram par les moyens militaires est une fausse idée. Les États ont créé en 2015 la force mixte multinationale qui comprend les armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et même du Bénin qui est venu en renfort à ces 4 États. Mais on n'a pas obtenu le résultat qu'on attendait parce qu'on a pensé que le tout militaire et sécuritaire suffit. Il faut des solutions de développement. Malheureusement, aujourd'hui encore, que ce soit au nord Cameroun où Boko Haram recrute, au nord-est du Nigeria, au sud-est du Niger, dans le bassin du lac Tchad, il y a des défis de développement énormes. Et comme on sait, cette région, du fait de l'assèchement du lac Tchad, est confrontée aujourd'hui à une crise, une insécurité alimentaire, à une paupérisation de la population.
Tout cela mis ensemble fait que si on ne prend pas garde, si on n'associe pas le militaire, le sécuritaire au développement, à la gouvernance, à la réponse écologique, la question de Boko Haram risque encore d'avoir de bonnes années devant elle. Une autre raison d'espérer, ce sont les progrès de l'avancement de la cause des femmes. Pas plus tard que ce mois-ci, un rapport de l'OCDE souligne que plusieurs pays africains ont adopté entre 2014 et 2020 des réformes législatives pour répondre à la violence envers les femmes et pour soutenir leur accès à la finance et à la propriété foncière. De quoi réjouir une jeune femme extraordinaire, la Nigériane Olaoluwa Bagun, qui a fondé l'ONG Girl Pride Circle pour justement encadrer l'émancipation des jeunes filles. Nous l'avions rencontrée à Lagos pour lui demander à quels nouveaux défis elle faisait face. Regardez. Regardons vers l'avenir. Quels sont les problèmes émergents ou les droits non encore établis sur lesquels votre organisation a tendance à se focaliser ? Bien sûr, chez Girl Pride, nous allons continuer à nous concentrer sur des enjeux comme l'éducation des filles et la violence sexiste qui, vous savez, nécessitent une grande partie de notre action à travers les communautés, à la fois en termes de sensibilisation individuelle et communautaire et de promotion en faveur d'un changement politique et juridique. Eh bien, il y a de nouveaux problèmes dans tous ces domaines autour des droits des filles qui émergent, qui continuent d'émerger et nécessitent l'attention de notre public. Donc, par exemple, au Nigeria, nous avons actuellement plus de 104 millions de personnes en ligne. Beaucoup de gens commencent à utiliser Internet, y compris les filles et les femmes. Et cela présente de tout nouveaux défis pour certaines problématiques que nous connaissions déjà. Comme par exemple la violence sexiste. Nous voyons diverses formes de violence sexiste se déplaçant des espaces physiques aux espaces en ligne. Et nous devons faire beaucoup pour sensibiliser la société en général à la sécurité numérique. Par exemple, prévenir l'intimidation en ligne, prévenir la violence sexuelle en ligne et veiller à ce que nos lois soient mises à jour pour refléter ces nouvelles réalités et pour protéger les filles au sein des espaces en ligne. Et c'est vraiment très important. Nous voyons que les droits des filles sont de plus en plus à l'ordre du jour. Mais pour nous, il n'est pas l'heure de se reposer. Il est l'heure de faire encore beaucoup plus pour que les droits des filles et des femmes ne soient pas seulement quelque chose dont nous parlons, mais une réalité qui se vit, une réalité que nous voyons et ressentons. Avez-vous des recommandations à faire au gouvernement et aux principaux décideurs africains pour garantir que les droits des filles et des femmes sont préservés et respectés ? Je pense qu'il est vraiment important pour nos gouvernements, nos décideurs, nos responsables politiques d'avoir la volonté d'impliquer davantage les filles, en particulier les adolescentes, dans les processus de prise de décision. Car il y a toujours ce soupçon que les jeunes ne sont pas prêts pour le leadership, quelle que soit sa signification. Mais nous voyons que les jeunes continuent à innover. Nous voyons des jeunes continuer à dire la vérité au pouvoir, en particulier chez Girl Pride Circle. Les adolescentes que nous formons sont époustouflantes. Vous savez, le genre de conversation qu'elles proposent, ces filles, nous leur avons fait confiance pour rédiger des politiques pour les communautés, pour guider leur communauté, et elles ont fait un excellent travail. Je me demande ce que cela donnerait si elles avaient également la possibilité de prendre des décisions et de contribuer aux différentes politiques à une plus grande échelle. Donc je le recommande vraiment, et je soutiens nos décideurs et nos gouvernements qui veulent donner de la place aux jeunes filles. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est un lieu incontournable en Ouganda. Musique traditionnelle, archéologie, ethnographie, paléontologie, on peut dire que le musée Ouganda de Kampala conserve toute la mémoire de l'Afrique de l'Est et d'un passé distant de plusieurs milliers d'années. Un travail remarquable qui a incité la Banque mondiale à financer une extension des bâtiments de cette institution culturelle hors norme. Notre journaliste Kenny Kiza s'est rendu sur place pour en savoir plus. Regardez. Cet édifice est situé au sommet d'une colline dans le vieux Kampala, l'une des collines sur lesquelles cette capitale a été fondée. Son nom, Fort Lugard, est dérivé de la personne qui l'a édifié ici, Frederick Lugard, ancien soldat britannique, mercenaire, explorateur de l'Afrique et administrateur colonial en Ouganda. C'est donc ici, sur la colline Old Kampala, que le musée de l'Ouganda a été créé au début du XIXe siècle.
Au fur et à mesure que le nombre de collections augmentait, le lieu devenait trop petit et le besoin de déménager dans un espace plus grand s'est fait ressentir. Et ainsi, c'est sur la colline de Kitante que le musée de l'Ouganda a finalement été installé. Une variété d'objets d'intérêt historique, scientifique, artistique et culturel sont stockés et exposés ici. Ce musée a en fait commencé avec les collections d'arthrographie et plus tard sur d'autres aspects de l'archéologie ou la paléontologie. Le musée est divisé en différentes sections qui sont en fait un peu thématiques, y compris la science et l'industrie, et ici, où nous nous trouvons, c'est la section musique traditionnelle. L'âge de pierre de l'Ouganda, l'ethnographie qui parle généralement de l'aspect culturel de l'Ouganda, et qui sont en fait les collections de base qui ont été créées pour ce musée. Ensuite, nous avons la section d'histoire naturelle. Le Musée national de l'Ouganda offre des services éducatifs sous forme de démonstrations, de programmes de sensibilisation et d'ateliers, entre autres. Ce singe fossile qui a été découvert dans le nord-est de l'Ouganda fait partie d'une collection unique dans ce musée. Lors de sa découverte, les archéologues français ont travaillé en collaboration avec le gouvernement ougandais et ont emmené le fossile en France où il a été soumis à une analyse critique et à un examen pendant une année entière. Cet hominidé date d'il y a environ 18 millions d'années et il avait un cerveau proche de celui des êtres humains. Il a des caractéristiques comme des sinus durs qui le rapprochent de l'être humain. Que peut-on en déduire ? Il y a 18 millions d'années, ces espèces qui vivaient, quels étaient leurs comportements ? Vous savez, c'est à travers ces ADN et ces analyses que nous pouvons répondre à ces questions. Récemment, le musée a introduit une innovation avec des véhicules d'exposition qui ont été officiellement utilisés par les présidents de l'Ouganda depuis l'indépendance. Exemple, avec cette Rolls-Royce qui était conduite par le Royal Sir Edward Mutesa II, qui fut le tout premier président de l'Ouganda après l'indépendance. Dans un autre registre ici, ces huttes au toit de chaume illustrent une partie des modes de vie traditionnels des différentes tribus en Ouganda. Une autre activité historique qui a eu lieu en Ouganda durant de longues années et qui a traversé des siècles à travers la mémoire de nombreuses personnes, y compris les citoyens locaux, c'est l'extraction du pétrole. Quant à cette exposition ici, elle présente les événements historiques dont l'industrie pétrolière ougandaise a été le témoin au fil des ans. L'apparition de l'or noir en Ouganda remonte à 1920, lorsque des études préliminaires sur le pétrole ont été effectuées. C'est une façon de faire également savoir aux Ougandais ce que leur pays détient. Une façon de donner la chance aux jeunes Ougandais de développer un intérêt et aussi de saisir des opportunités en ce qui concerne les études dans le secteur du pétrole et du gaz. Enfin, c'est surtout une plateforme pour tous les Ougandais afin de vraiment trouver des opportunités économiques et financières dans ce secteur. Au fil du temps, de plus en plus d'objets anciens ont été collectés, créant ainsi un nouveau besoin d'espace toujours plus grand pour les exposer. Comme vous pouvez le voir, c'est un musée national dans lequel nous nous trouvons. Oui, il y a suffisamment d'artefacts et d'informations, mais en termes d'espace, c'est limité. Et c'est ainsi à cause de la demande. Et nous avons pensé qu'il serait prudent de travailler sur un projet d'expansion. Une fois terminé, c'est un nouveau look que prendra le musée ougandais, avec une structure à 4 étages comprenant un laboratoire moderne dans lequel les analyses et l'examen des artefacts collectés pourront être effectués localement, mais aussi plusieurs salles d'exposition, de nombreux bureaux et une salle high-tech hautement sécurisée. Nous allons étudier diverses options pour voir, vous savez, comment nous pouvons gérer au mieux cet endroit pour qu'à la fin, ou peut-être au cours des 5 prochaines années, nous soyons autonomes, sans toujours avoir recours au financement du gouvernement ou des donateurs.
Ce projet stimulera non seulement le secteur du tourisme en Ouganda, mais contribuera également à la création d'emplois et à l'élévation du niveau des travaux de recherche, non seulement en Ouganda, mais aussi dans le monde entier. La tradition africaine, c'est aussi le respect de la nature et des plantes. Que peut apporter au monde l'expérience du continent? C'est une question plus que jamais à l'ordre du jour. À Paris, une femme s'est plongée avec passion dans les apports bénéfiques de la plante Artemisia, utilisée en Afrique contre le paludisme. Elle nous avait confié les secrets de cet arbuste qui pousse en Chine et sur le continent. Regardez. L'Artemisia annua est extrêmement connue puisqu'on extrait l'artémisinine de cette plante qui est le médicament de première intention, souvent mixé avec un autre pour traiter les crises de paludisme dans le monde entier. L'Artemisia annua vient de Chine, c'est une plante annuelle, elle vient du Sichuan, c'est une plante de haut plateau et donc au départ elle n'est pas du tout adaptée à l'Afrique. Elle a été adaptée petit à petit depuis des dizaines d'années quand même et aujourd'hui on a vraiment des plantes qui peuvent pousser dans des milieux aussi différents que le biotope subsahélien que complètement tropical. Donc cette plante, Artemisia annua, en fait a des centaines de principes actifs. C'est pour ça qu'elle traite aussi d'autres parasitoses. Il y en a 23 qui ont été isolés et qui travaillent, qui sont utiles contre le plasmodium, l'agent infectieux du paludisme. Donc on pourrait dire que c'est quand même une polythérapie. Ça n'est pas une thérapie avec simplement l'artémisinine qu'on connaît très bien, mais il y a d'autres molécules qui ont aussi d'autres avantages très important pour traiter le paludisme. Pour l'Artemisia afra, c'est une plante aussi originaire d'Afrique, mais qui n'est pas annuelle comme l'Artemisia annua, qui est pérenne, donc une plante vivace, qui est un gros buisson, qui est très utilisé en Afrique du Sud. Et puis, elle a remonté le rift et on en trouve jusqu'en Éthiopie. C'est un très joli buisson qui peut être coupé plusieurs fois par an, qui est très amer, hein, la tisane est très amère, mais elle pousse sur les plateaux et elle pousse là où il n'y a pas de paludisme. Donc elle est toujours utilisée contre les parasitoses, les vers intestinaux, etc. Et de plus en plus d'études sont faites sur son intérêt justement dans une parasitose particulière qu'est le paludisme. Et donc ces deux plantes sont vraiment connues des tradipraticiens ou des phytothérapeutes, aussi bien en Asie qu'en Afrique de l'Est, de façon tout à fait évidente. Alors justement, faut-il que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réserve plus de ressources aux essais cliniques de médicaments à base de plantes ? En tout cas, l'OMS encourage les essais cliniques avec tout un tas de directives. Elle ne peut pas financer elle-même, puisqu'elle n'est pas un laboratoire pharmaceutique. Et donc, il en revient à des États, à des gouvernements, à des institutions publiques de faire ces études sur un bien commun qui est une plante. L'Artemisia est une plante, il y en a plein d'autres aussi qui peuvent aider pour d'autres maladies. Et il serait intéressant, dans une période aussi compliquée que la nôtre, avec ces réchauffements climatiques, nous allons sans doute pas avoir des années devant nous extrêmement réjouissantes et d'avoir une plante qui soit une maladie importante, grave même, qui puisse pousser dans un rayon proche de chez soi et qui soit efficace et très peu chère est vraiment une solution idéale aujourd'hui. Et l'année s'achève aussi par un scandale qui continue de secouer la République démocratique du Congo. C'est la fuite de 3,5 millions de documents remis à la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Il prouverait qu'une banque panafricaine privée a été utilisée pour détourner 138 millions de dollars d'argent public. C'est dire que dans un pays potentiellement richissime, premier gisement au monde de cobalt et de nickel, la question de la gouvernance devient extrêmement pressante. Nous avions demandé au lanceur d'alerte, Jean-Jacques Lumumba, lui-même ancien cadre de la banque au cœur du scandale, comment il voyait les nouvelles affaires de corruption dans son pays. Écoutons-le. Le regard que je porte sur ces nouvelles affaires, c'est que depuis les scandales qui ont commencé avec mes révélations en 2016, il n'y a pas eu beaucoup de réformes pour pouvoir limiter cela dans le secteur bancaire, ce qui n'est pas bien. Parce que vous savez, le but pour lequel nous nous battons et pour lequel je me suis battu, c'est aussi pour reformer ce secteur qui ne favorise pas des investissements sains. Et assainir un secteur financier, c'est sauvegarder et protéger toute une économie.
Donc cela démontre qu'il y a des réformes à faire, il y a des évolutions à faire pour empêcher que demain, ça ne puisse affecter négativement ce secteur bancaire, parce que vous savez qu'il est très extraverti, il est très dépendant des devises étrangères, du dollar américain principalement et de l'euro. Donc il faut travailler pour que les investissements qui arrivent soient sécurisés. Et quand il y a beaucoup de scandales, ça n'aide pas à donner une très bonne image de l'économie du pays dans lequel il se passe. Et donc l'image que j'ai, c'est d'abord un regret, mais aussi une note d'espoir, parce que je me dis qu'il y a lieu aujourd'hui, avec des scandales de plus, de pouvoir travailler pour que l'image de ce secteur soit redorée, que des bonnes personnes soient à la bonne place et que demain, des bons investissements arrivent pour faire décoller ce pays qui est stratégiquement puissant et immensement riche, avec des minerais qui vont demain être à la base de la transition écologique. Donc il faut que le secteur bancaire suive et qu'il soutienne le potentiel énorme qu'a ce pays au centre de l'Afrique. De votre point de vue, que faut-il faire pour y arriver en premier? La gouvernance? Le Congo, depuis 1960, souffre d'un problème criant de gouvernance. Parce que vous savez, le premier régime congolais démocratiquement élu a été décapité. Et il y a eu une désarticulation de la classe politique depuis cette époque-là jusqu'à ce jour, où les élections sont contestées, où les gouvernants ne respectent pas les aspirations du peuple, parce que malheureusement, ils ne dépendent pas de ce peuple-là, où ils ne reflètent pas la voix et la volonté de ce peuple. Donc il y a un problème de vision, il y a un problème de gouvernance, et il y a un problème d'avoir des bonnes personnes à la bonne place, parce que le Congo regorge des talents, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Ce pays n'a pas un problème d'hommes, il a un problème de leadership à tous les niveaux, parce que rien qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on remarque qu'il y a un problème de prévision, il y a un problème de planification, il y a un problème d'anticipation. Donc bref, c'est un problème de gouvernance et surtout de leadership. Récemment, on note de nouvelles organisations, notamment l'activisme d'une plateforme anticorruption qui s'appelle « Le Congo n'est pas à vendre ». Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Ça nous donne de l'espoir parce que le Congo n'est pas à vendre, qui est une plateforme dans laquelle l'organisation dans laquelle je fais partie, UNIS, prend part, parce que c'est une campagne qui a coalisé les forces de plusieurs ONG, tant nationales qu'internationales, et de plusieurs activistes pour pouvoir parler des questions de lutte contre la corruption et de transparence. Donc ça donne de l'espoir parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons est tant soit peu entendu par les autorités, même si les décisions qui suivent n'arrivent pas à satisfaire intégralement ce pourquoi les Congolais attendent. Mais ça donne de l'espoir parce que on a appris à se battre ensemble. Chacun ne se bat pas de son côté. On met tous nos efforts ensemble pour pouvoir aider à ce que ces questions qui fâchent, qui est surtout la question de la corruption dans notre pays, question de corruption qui est une question qui se vit dans plusieurs pays africains, est mis au centre, et nous battons contre cette question en étant ensemble, en mettant toutes nos intelligences ensemble pour pouvoir faire en sorte que nous puissions être entendus et au Congo et en dehors du Congo, et permettre à ce que demain les nouveaux contrats, les nouvelles perspectives puissent aider ce pays à être la force qu'elle représente. Donc c'est un espoir pour que d'avoir et de militer dans cette campagne et dans cette coalition qu'on appelle le Congo n'est pas à vendre. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière émission pour cette année 2021. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre nouveau site africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année.